Alors je suis cycliste de haut niveau, je m'entraîne tous les jours, parfois même 2 fois par jour, et dans mon processus d'entraînement il y a plusieurs phases. La phase de développement de qualité, donc c'est celle dans lesquelles j'ai des séances bien précises à respecter, avec des puissances, des temps d'effort à respecter. Et il y a d'autres phases comme les phases de récupération qui sont là au quotidien finalement pour me permettre d'assimiler les grosses séances. Donc c'est des séances plus cool, plus tranquilles, et j'aime bien pour le coup faire ces séances en forêt. Ça me permet de sortir un peu du quotidien et d'avoir des séances vraiment plus plaisir. Nom. Lafargue Quentin. Âge. 33 ans. Club yvelinois. Vélo Club Élancourt Saint-Quentin-en-Yvelines, Team Bousser. Commune de résidence. Élancourt. Spécialité. Cyclisme sur piste, endurance. Palmarès. Champion du monde du kilomètre 2019, champion d'Europe du kilomètre, champion d'Europe de vitesse par équipe et champion d'Europe de poursuite par équipe 2022. Est-ce que tu peux traduire pour nos auditeurs ? Oui, en gros, je suis cycliste sur piste. Sur la piste, il existe 2 grandes familles, la famille du sprint et la famille de l'endurance. Aujourd'hui, je fais partie de la famille de l'endurance après avoir longtemps fait que du sprint. L'endurance, c'est plusieurs épreuves et notamment la poursuite par équipe sur laquelle je cours maintenant. Donc j'ai un rôle de démarreur. On est 4 coureurs sur 4 km et mon rôle à moi, c'est de lancer l'équipe, donc de partir en première position et d'alterner ensuite. On peut tourner, donc passer des relais comme on dit. C'est-à-dire que je passe de la première position à la 4e et on tourne tous ensemble sur les 4 km. Moi, c'est Laurie Berton, je travaille au service sport du département des Yvelines et je suis une ancienne athlète de haut niveau en cyclisme sur piste. J'ai été vice-championne du monde de l'Omnium et j'ai participé aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Chaque mois, j'interviewe un athlète yvelinois qui prépare Paris 2024, l'occasion de découvrir un peu mieux le territoire des Yvelines et les projets qui y sont développés. Je suis avec Quentin Lafargue, en plein milieu de la forêt départementale de Méridon, et il vient de me rejoindre. Il est assis sur son vélo. C'est pas un vélo de piste, mais c'est un vélo de gravel, c'est ça ? Oui, exactement, c'est ça. C'est un gravel, donc c'est un mix entre un vélo de route qui a des pneus relativement fins et un vélo de cyclocross ou VTT qui peut utiliser des pneus crantés et un peu plus larges. Là, le but avec ce type de vélo, c'est de pouvoir allier plusieurs pratiques, celle du vélo en forêt, sur des chemins, etc. Mais aussi le vélo sur route, il est aussi à l'aise sur les deux et du coup, c'est assez pratique de pouvoir utiliser ce type de vélo. C'est des freins à disque aussi qui sont plus adaptés à la pratique en chemin, dans la boue, etc. Même si on retrouve aussi sur les vélos de route maintenant. Et tu connais bien du coup ? Ouais, je connais bien, mais moi je suis pas venue à vélo, je suis venue en voiture. C'était un peu plus pratique pour transporter tout le matériel d'enregistrement. Oui, je comprends bien. Donc là, t'es en phase de récup, c'est ça ? Tu peux expliquer ce que c'est ? Ouais, exactement. Alors du coup, j'avais une grosse séance hier. Le but aujourd'hui, c'était de sortir un peu de mon cadre d'entraînement régulier, à savoir le vélodrome ou la route, et de venir m'amuser un peu en forêt. Je profite de ces séances de récupération pour du coup réduire un peu l'intensité. Le but, c'est vraiment de s'oxygéner, prendre l'air, changer un peu d'endroit d'entraînement et de s'amuser un peu en forêt. Donc le gravel est hyper adapté pour ça. Et tu me disais un peu plus tôt que tu adorais rouler en forêt, et plus particulièrement dans cette forêt. Pourquoi ? Oui, en fait, elle est assez proche de là où j'habite. Je la trouve très belle. Son petit plus, c'est qu'elle a des gros arbres assez impressionnants et qu'on aperçoit déjà depuis le chemin en fait. Et c'est ça qui m'a attiré à venir un peu découvrir cette forêt. D'ailleurs, il y en a un qui est pas très loin d'ici. Si tu veux, je te montre. On y va. Allez, je prends ta roue. Et voilà, on est arrivé au pied de l'arbre. À vue d'œil, je dirais qu'il a au moins 100 ans. Tu rigoles ou quoi ? Moi je pense que vu la taille et l'épaisseur du tronc, on est plus sur du 400 ans je pense. Ah ouais, t'as l'air de bien t'y connaître toi. Bah en réalité pas vraiment. Alors ici on est devant un chêne qui doit avoir entre 200 et 250 ans. Jean-Michel Portier, forestier au département des Yvelines.
Il a été classé en arbre remarquable du fait qu'il a des dimensions un peu hors normes par rapport aux autres chênes de cette forêt. On a un arbre qui fait au moins 1 mètre ou 1,20 m de diamètre, avec une tête qui est très très bien développée et donc il a vraiment un aspect tout à fait différent et qui paysagèrement est très intéressant. Et donc le triangle jaune qui est dessiné sur son tronc avec le point au milieu, ça veut dire que c'est un arbre remarquable ? C'est ça. Donc c'est une couleur qu'on appelle la couleur chamois. On appose un triangle, la pointe en bas. Ça, c'est un code forestier qui est connu de tous, qui veut dire que c'est un arbre, dans notre jargon, qu'on appelle bio. C'est-à-dire qu'il a un fort intérêt écologique. Un chêne de cette dimension-là héberge des quantités très importantes d'insectes, d'oiseaux. Et en plus de ce triangle chamois, on met un point jaune au milieu qui est un code un petit peu particulier du conseil départemental. Et là, ce point veut dire qu'en plus d'être bio, il est remarquable. Et du coup, quels sont les critères d'attribution de l'appellation arbre remarquable ? Alors dans la plupart des cas, c'est des dimensions un peu hors normes par rapport à l'essence. Donc là, pour les chênes, on va partir à peu près de 1 mètre, 1,10 m de diamètre. Quand c'est vraiment un beau sujet bien équilibré, on va le classer en arbre remarquable. Mais on peut avoir d'autres essences, comme par exemple l'aubépine, qui est plutôt un arbuste. Et quand elle fait 30 cm de diamètre, on peut la classer en arbre remarquable parce que c'est déjà très rare d'en trouver de ces dimensions-là. D'autre part, on peut avoir des critères un peu plus, on va dire, particuliers, esthétiques ou de curiosité. Dans une forêt à côté, la forêt de Ronqueux, on a par exemple un chêne qui est de dimension tout à fait normale, qui enlace un pin, comme s'il le prenait dans ses bras. Donc là, cet aspect un peu particulier, très symbolique, on s'est dit que c'était intéressant de le classer en arbre remarquable. Et le département des Yvelines est très attaché justement à faire l'inventaire des arbres remarquables, à faire leur classement pour vraiment s'assurer qu'ils soient protégés dans le temps. Puisque un chêne qui a 250 ans, il peut très bien vivre encore 250 ou 300 ans. Donc c'est important qu'il soit identifié comme tel. Et ça rentre dans des documents d'aménagement où là, tout est inscrit et il y a vraiment une protection forte de ces arbres. Ok, donc si je comprends bien, il y a une politique à l'échelle départementale qui protège la forêt, mais ce que je trouve bizarre, c'est que ça m'est déjà arrivé en roulant à vélo en forêt ou en me baladant, d'entendre soit des bruits de tronçonneuses ou de voir des grandes parcelles d'arbres coupées. C'est normal ça ? Oui, alors justement, je ne sais pas si tu connais le terme coupe rase, qui signifie que sur une même parcelle, on va récolter tous les arbres en même temps. Valentin Dulac, forestier au département des Yvelines. Alors aujourd'hui, le département ne réalise plus ce genre de coupe. On travaille en futaies dites irrégulières, ça veut dire que sur une même parcelle, tous les arbres ont un âge différent. Et on ne passera plus par la coupe rase, donc on va venir récolter des arbres par-ci par-là, en veillant à conserver toujours un petit peu de régénération naturelle au sol, d'avoir toujours des jeunes arbres qui vont se développer, en récoltant quelques gros arbres qui sont arrivés à maturité, et ainsi permettre à la forêt de bien vivre. Et on cherche toujours à avoir différentes essences. Ça permet de résister aux maladies et en même temps de faire face au changement climatique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des fortes chaleurs l'été et les arbres résistent de moins en moins. Donc le fait d'avoir toujours beaucoup d'arbres sur les parcelles, on garde cette ambiance un peu plus fraîche et ça évite que le sol et les arbres en pâtissent trop de la chaleur. Donc notre métier au département en tant que forestier, c'est d'un côté aménager les forêts, entretenir les parcelles, et en même temps on fait de l'aménagement pour l'accueil du public. Donc on crée des chemins, des bancs, tout un tas d'installations pour que les promeneurs, les randonneurs et les cyclistes comme toi puissent en profiter. Ok, cool, merci pour ça. Du coup, petite question pour toi Quentin, est-ce que quand tu es en vélo en forêt, ça t'arrive de sortir des chemins balisés ? Ouais, je pense que ça a dû m'arriver parce que c'est grave du coup. Grave erreur. Alors en effet, c'est vrai que quand on est en vélo, on peut être tenté de sortir des sentiers et puis d'aller s'aventurer dans les sous-bois. Anne-France Bourgeois, chargée de mission valorisation des espaces naturels. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que souvent on voit ce qu'on appelle des coulées. En fait, c'est des passages qui sont créés par les animaux, par les sangliers, les cerfs, les chevreuils. Voilà, mais c'est vraiment une zone qui est réservée à la faune sauvage. Les sous-bois, c'est une zone de quiétude pour eux. Et quand on s'aventure, nous, hors des sentiers, en fait,
On peut abîmer les sols déjà parce qu'on les met à nu, donc on favorise les risques d'érosion. Puis ensuite on abîme les jeunes plants qui sont très importants pour la régénération naturelle de la forêt. Et puis c'est ce que j'ai dit en fait, surtout on dérange les animaux sauvages qui viennent se réfugier là. En particulier au printemps, durant la période de reproduction, de nidification et la période des naissances. Et d'ailleurs, pendant cette période, les chiens aussi, il y a des règles concernant les chiens. Ils doivent être tenus en laisse pendant cette période-là. Le reste de l'année, ils peuvent ne pas être tenus en laisse, se promener, mais rester sous contrôle de leur maître et bien sûr ne pas les divaguer dans les parcelles. Voilà, c'est vrai que les espaces naturels, nos forêts départementales, c'est des espaces vraiment de ressourcement pour le public, qui est très important. C'est aussi là qu'on vient faire différents loisirs, sports de loisirs, vélo, autres, des promenades à cheval également. Et on est de plus en plus fréquents à venir sur ces sites. Et donc c'est important de respecter certaines règles, sinon ce ne serait pas possible le vivre ensemble dans ces forêts. On ne s'y retrouverait pas tous entre les multi-usages et les animaux qui vivent là. Ok, bravo pour votre engagement. C'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, les incendies de forêt, c'est assez inquiétant. Ça me rassure de voir que finalement il y a tout un tas de mesures mises en place et des gens qui s'occupent de faire en sorte de préserver toutes ces forêts pour nous. Merci Quentin, on va pas te retenir plus longtemps, tu peux remonter sur ton vélo, continuer ta récup et nous de notre côté on va te suivre de très près pour tes prochaines échéances. Merci beaucoup, c'était un plaisir.